Brestoise, Romain Thomas est à Angers et il continue de se retourner toutes les 5 secondes pour applaudir la tribune Arkea. Bienvenue pour ce 32e épisode de Brest On Air où je suis rejoint comme d'habitude par la fine équipe. D'un côté, on a Yann. Comment vas-tu Yann ? Salut, très bien. Toujours en colère, mais ça va. Ça va, et Fanche. Retour de vacances, donc c'est un peu compliqué. J'imagine que le moral est dans les chaussettes. Absolument, c'est la reprise. Je reprends ma place. On va revenir, même si on n'a pas forcément envie, sur la défaite de ce week-end contre Angers. Il y aura un peu de news au milieu du podcast, un format habituel. Et on présentera le déplacement de Brest à Reims samedi, avant de finir par des petits pronostics. On nous a réclamé des quiz, ça reviendra peut-être dans les semaines à venir, mais pas cette fois. Pas de plus, c'est possible. Alors par contre, des questions, on peut en poser après cette défaite du Stade brestois à Angers. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être plus de choses à dire que le match n'en a eu à offrir. Mais on est tous sortis du stade avec beaucoup de déception par rapport à la prestation offerte par les deux équipes finalement, parce que Brest n'est pas la seule à n'avoir pas joué finalement. Brest a perdu, mais le match en lui-même était assez indigeste. Oui. Tu disais à la sortie du stade quelques secondes après le match quand Brest était tombé dans le piège angevin et qu'Angers avait finalement réalisé peut-être le match qu'ils avaient préparé, le match parfait pour eux, c'est-à-dire de défendre, d'ouvrir le score et de bétonner derrière. Et effectivement, je pense qu'Angers est venu faire et a fait le match qu'il voulait faire, qu'il souhaitait faire, qu'il avait prévu dans la semaine. Et nous, face à ce genre d'équipe, quand on doit faire le jeu et que c'est très très hermétique en face, on peut rapidement être également perturbé en danger. C'est vraiment une très belle opportunité comptable qui est gâchée, je trouve, en plus au regard des résultats de cette semaine, parce qu'on a vu que Nîmes, Dijon, Saint-Etienne et Amiens ont perdu. Il y aurait vraiment eu un coup assez magistral qui aurait pu être réalisé. Mais dans un autre cas, du coup, ça ne veut pas non plus dire que ce résultat est catastrophique, puisque finalement, les positions restent figées et on vaut mieux être à la place de ces clubs-là encore aujourd'hui. Mais sur le contenu, on va y revenir. Et sur le plan comptable, en tout cas, c'est une sacrée opportunité de gâcher pour Brest. Il ne faudrait pas que ce soit un tournant que j'ai qualifié de négatif pour la suite. Je vais te rejoindre un peu, je vais juste tempérer un peu en reprenant une très bonne remarque faite par Paul, c'est que Paul Boeck, qu'on salue, c'est qu'au match aller, on méritait pas forcément de gagner, on a pris 3 points. On le salue pas parce qu'il est passé devant moi sur MPG, donc on va le saluer, mais mollement. Hein. De loin. En plus, avec le coronavirus, moi je salue plus. Il signifiait qu'on avait pris 3 points plutôt immérités à l'aller. Là, Angers a certes pris 3 points parce qu'on était mauvais, mais n'a pas été très bon. Au final, c'est quand même 3 points, alors que si on avait eu un nul de chaque côté, sur l'aller-retour, le bilan comptable est plutôt positif. Je pense pas que ce soit le cas de nos rivaux derrière. Mais voilà, c'est sûr, comme tu dis, ça aurait été l'occasion de vraiment d'en finir avec le maintien. Hein. Et à ce côté, on ne finira pas en dessous de la 18e place. On a quand même 12 points d'avance sur Amiens. Par contre, il y a toujours le risque de voir Dijon et Nîmes accélérer la cadence. On reviendra surtout sur j'ai regardé vite fait les semaines à venir, en tout cas les 2 prochaines journées, les matchs de nos concurrents, et surtout sur la prochaine. Il va y avoir des équipes qui vont prendre des points fatalement parce qu'elles s'affrontent. Juste la journée 28 chez nos concurrents, il y a Marseille-Amiens, donc bon là, voilà. Il y a Dijon-Toulouse, donc on peut éventuellement penser que Dijon va prendre 3 points, sur le domicile ils sont très costauds. Mais c'est également. Donc Metz-Nîmes, il y aura des points qui seront pris. Attention à ce que Brest n'enchaîne pas une deuxième défaite consécutive, parce qu'après c'est des gros morceaux qui viennent. On avait dit attention au mois de mars qui pourrait être un 0 pointé pour le club. On va pas faire. Là on fait des plans sur la comète, on peut rester sur Angers, mais c'est vraiment très dommage au moins de pas avoir. On avait dit surtout de ne pas perdre. Et c'est vraiment dommage d'avoir concédé ce but. En plus ce but qui est largement évitable, c'est dommage. Puis après, ça confirme une crainte que j'avais déjà eue après le match contre Nice, c'est que effectivement face à des équipes qui ferment le jeu, on est assez démunis. J'avais dit contre Nice, ça allait d'être mené 2-0 parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas fermer le jeu. Là, face à Angers,
partir du moment où on a pris le but, on n'a quasiment pas eu une seule opportunité avant peut-être la rentrée d'Alexandre Mendy, mais Ça va être la même démarche et la même logique à Reims. C'est une équipe très hermétique, une équipe qui sait fermer le jeu. T'en parlais l'autre jour, Yann, dans le podcast précédent, justement, tu disais Reims, c'est le genre d'équipe, quand ils marquent un but, bon, il y a besoin de défendre, ils savent le faire. Si on encaisse un but rapidement à Reims, là, ce sera pas la même musique qu'à Nice, à mon avis. Je ne vois pas revenir au score. non, ça sera plus la même que effectivement le match face à Angers, Ouais. parce que on n'a rien eu à se mettre sous la dent, c'est terrible. Bah, il y a un manque. Quentin, il a déjà parlé d'un manque de talent offensif, parce que de talent individuel offensif. Et sur les matchs qui sont très fermés comme ça, c'est souvent ça qui fait la différence, c'est-à-dire un joueur qui va briller individuellement, faire un geste, une frappe lointaine. Tokyo s'est essayé, hein, mais c'était trop imprécis. Effectivement, je pense que je le rejoins là-dessus sur le manque de talent individuel de certains joueurs par un dribble, par une percée. Là, on a essayé. On a fait je ne sais combien de passes vers l'arrière, je ne sais combien de passes latérales, sans jamais réussir à forcer le verrou angevin. Et finalement, même sur la rencontre, est-ce qu'on a des grosses occasions ? Je ne pense pas. Et pourtant, le gardien adverse était loin d'être un crack. On aurait pu en profiter. Mais voilà, manque de talent individuel. Tout ça, c'est vraiment une impuissance générale je trouve qu'une impuissance qui est d'ailleurs assez accrue pendant le match. Sur les 10 premières minutes, c'était plutôt bien. Je trouve un début de match plutôt dynamique et plutôt encourageant. Et après, on est rentré dans un faux rythme, dans le rythme d'Angers. Finalement, Angers a un peu à dicter le rythme du match et a gagné ce que je considère être une bataille tactique, quoi. Finalement, à opposer à Brest tout ce que Brest ne voulait pas. Et bravo à eux, quoi. Pour terminer là-dessus, la sensation qu'on pouvait jouer des heures et qu'on n'aurait pas trouvé l'ouverture. Même sur la fin de match, hein, parfois, tu sais, sur une fin de match, on enflamme, il y a 2-3 occasions. En plus, on a attaqué côté tribune Quimper, on sait que ça pousse. Là, finalement, j'avais limite hâte que le match se termine parce qu'on n'y arrivait pas, il faisait froid, c'était ennuyeux, c'était pénible, quoi, et on avait tous faim. Généralement, quand un match est bloqué, donc c'est soit le talent individuel ou soit les coups de pied arrêtés. Et bon, là, les coups de pied arrêtés face à une équipe qui fait environ 2,50 m de moyenne de taille, évidemment, on mettait pas une pièce sur une délivrance sur coup de pied arrêté, surtout quand ils sont frappés de façon assez médiocre par les tireurs en chef. Voilà, que ce soit Johan Cour, hein, avant qu'il sorte, puis Mathias Autrette, c'était quand même pas vraiment des coups de pied arrêtés dangereux, alors que même si il y a peut-être possibilité de faire autre chose. Je me souviens d'un coup franc joué en retrait sur Gaëtan Bello. Finalement, c'était Gaëtan Bello remet au tireur et finalement ça ne mène à rien, quoi. Donc c'est quelques opportunités qu'on aurait quand même pu exploiter un peu mieux. Mais c'est un peu finalement le résumé d'un match comme ça. Je pense que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est le plus mauvais match de la saison à domicile, non ? Oui, tout à fait. Mais voilà, comme je l'ai dit en introduction, c'était vraiment aussi un contexte particulier avec une équipe qui sait défendre. Il y a pas mal d'équipes qui essayent de le faire, mais qui ne sont pas capables de ne pas faire d'erreur pendant 90 minutes. Angers sait le faire et sait plutôt bien le faire. Et finalement, on a quand même vu beaucoup de gens qui critiquaient le style de jeu angevin, et on peut les comprendre, mais finalement, Angers n'a vraiment pas de compte à nous rendre. Si eux aussi se battent pour le maintien, et il faut qu'ils jouent sur leur force et sur leur faiblesse. Et si leur force c'est bétonner, et si la meilleure façon de battre le Stade Brestois c'est de bétonner, voilà. Il y a une chose que j'espère, c'est qu'ils vont pas donner des idées à d'autres équipes qui vont venir faire pareil à Francis Leblay. C'est vrai, c'est ce qu'on disait après le match, mais tu disais aussi justement à ce propos que les équipes qui vont venir, en tout cas les prochaines, c'est pas des équipes qui techniquement vont pouvoir présenter ce visage-là, que ce soit Marseille, Marseille à la limite, c'est une équipe finalement qui surperforme peut-être à mon sens, mais Lille c'est une équipe qui fait plutôt le jeu avec des joueurs assez offensifs. Monaco, s'ils jouent de la défense, ils vont se faire punir parce qu'ils savent pas défendre. Eux, leur jeu c'est l'attaque. Montpellier c'est pareil. Donc je pense qu'effectivement, si on avait joué Angers en début de saison et qu'ils avaient proposé ce match-là, ça aurait pu donner des idées à d'autres équipes qui auraient pu nous poser plus de problèmes à domicile. Là, les prochaines à venir, à mon avis, ce sera des équipes bien supérieures et qui vont fournir un jeu plus ouvert. En tout cas, à mon avis. Hein, mais voilà. Et j'ai noté aussi quelque chose qui m'a un petit peu énervé. Tu dis à juste titre que Angers n'a rien à nous comment dire
Pas de compte à nous rendre, j'ai dit. Ah, mais non, mais excuse-moi, oui, tu as raison. Mais d'autant plus déjà d'une part, vu la manière avec laquelle on s'était imposé chez eux, parce que c'est quand même un sacré hold-up, donc bon. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous avez vu, donc Angers a la SCO TV, donc voilà, c'est un programme payant que le site et le club d'Angers proposent à ses supporters, donc à ce niveau-là, c'est pas très important. Mais donc enfin, sur Twitter, ils ont posté donc un petit teasing de 20 secondes sur pas la conférence de presse, mais le discours d'avant-match à ses joueurs de Stéphane Moulin. Et donc il présente je sais pas un PowerPoint, mais tu sais, il avait écrit des trucs sur un tableau papier là. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Un Un paperboard. paperboard, mais exactement. Et donc tout en bas du paperboard, il y avait la phrase peut-on faire à Brest ce qu'ils nous ont fait chez nous au match aller en rouge. Donc voilà, je pense que dès l'avant-match, les conditions étaient posées et eux savaient très bien pourquoi ils venaient à Brest et comment ils allaient battre le Stade brestois. Ça me brise le cœur de le dire, parce que Angers, je déteste, et Moulin encore plus, mais il a vraiment gagné la bataille tactique, il a gagné son match, il a gagné son duel face à Dalloglio, je pense, et d'ailleurs Dalloglio a dit quelque chose en conférence de presse d'après-match, j'ai plus les termes exacts, j'aurais dû le noter, c'est une erreur de ma part, mais il disait qu'ils n'avaient pas trouvé la solution et que parfois on ne pouvait pas la trouver, et je t'en tiens un brin fataliste sur ce match-là. Il y a quelque chose qui m'a énervé un petit peu et qui montre aussi l'impuissance brestoise, c'est le comportement envers l'arbitre. Alors effectivement, l'arbitrage était loin d'être parfait, mais j'ai pas forcément trouvé qu'il ait été totalement défavorable pour les Brestois. Et pendant les 15 dernières minutes, on a passé notre temps à râler sur l'arbitre, à s'énerver sur l'arbitre, à chercher des fautes, à contester, à faire des fautes bêtes de frustration, et on est complètement sorti de notre match. Et Angers n'attendait que ça. Il n'attendait que ça. Oui, après, de toute façon, on connaît Monsieur Bata. On sait que c'est clairement pas un arbitre de niveau Ligue 1, hein, même de niveau Ligue 2, hein, même quand il venait nous arbitrer à Francis Leblay, c'était vraiment pas de très bonne qualité. Mais enfin moi j'ai trouvé, je vais aller un peu plus loin, j'ai trouvé qu'il avait plutôt aidé le Stade brestois, alors à son insu. Euh, mais déjà il n'a pas influé sur le résultat du match directement. Il n'y a pas eu de grosses décisions défavorables à l'une ou à l'autre des équipes d'ailleurs. Hein. Alors j'ai pas revu. Apparemment, il y a un coup de coude de Pavlovic sur Charbonnier en fin de match. J'ai pas revu ça non plus. Apparemment, Gauthier Larsonneur aurait pété les plombs dans les vestiaires à l'encontre de l'arbitre. Deuxièmement, c'est pas non plus la raison de la défaite du Stade brestois. Hein. Marc Bata, c'est pas Marc Bata. Comment il s'appelle? Florian. Florent Bata n'est pas la raison de la défaite de Brest. Il y a beaucoup plus de raisons, d'explications en tout cas de la défaite de Brest, beaucoup plus que de l'arbitre. Et finalement, moi j'ai trouvé qu'à travers sa décision, il avait quand même pas mal aidé les joueurs et aussi le stade à trouver de l'énergie à un moment où il y en avait vraiment plus. En début de seconde période, il y avait vraiment zéro énergie et là je me demandais comment on allait. Rien que le fait de se procurer une occasion semblait être un exploit. Alors voilà, marquer un but, c'était encore plus. Et à partir du moment où il n'a pas sifflé la faute sur Belkebla, là où il fait un rush plein axe, je trouve que ça a amené un peu de chaleur dans le stade et ça a donné de la motivation aux joueurs. Là, il en avait beaucoup, enfin, il en avait plus. Et à ce niveau-là, je pense que ça a plutôt aidé les joueurs jusqu'à ce que, voilà, comme tu disais, on utilise ce peu d'énergie qui nous avait quand même réussi à donner négativement avec des fautes bêtes qui permettaient à Angers déjà de gagner du temps, ce qu'ils ont plutôt très bien fait. Et voilà, c'est le jeu. On aurait fait pareil si on menait 1-0, hein, mais ça leur permettait aussi de se replacer. Et nous, ça nous sortait de la rencontre et on commençait et on continuait à balancer des longs ballons sur Pavlovic qui venait de rentrer et qui fait apparemment 3,40 m. Je crois que c'est peut-être le joueur le plus impressionnant physiquement que j'ai pu voir à Brest depuis que je vais au stade. Je vais compléter juste sur. Enfin, il y a un autre élément qui montre bien le fait qu'on se soit énervé pour rien, c'est le comportement des joueurs envers Romain Thomas. Alors,
évidemment, pendant le match, Romain Thomas a vraiment joué l'Arsenal d'une salope, mais comme on l'a dit, il venait ici pour gagner, il a joué le temps, il a joué avec son cerveau vraiment, et je crois qu'il a été quand même impliqué dans 4 échauffourées, et à chaque fois, c'est les Brestois qui venaient le chercher. Enfin, je trouve que c'est un manque peut-être de maturité, ou peut-être la sensation La que rien ne frustration. va, de frustration, mais on n'a pas à rentrer dans le jeu d'un mec comme ça. On sait très bien, il mène, on sait très bien qu'il fait des petits coups de pute, mais non, quasiment à chaque action où il était impliqué, ça finissait par un tête contre tête ou quelque chose comme ça. C'est inquiétant. Par contre, on peut quand même noter son comportement d'après-match, Oui, où là sur, vraiment un peu limite. Il y a des joueurs qui vont dans le stade de leur club formateur, ils célèbrent pas les buts. Voilà, il y a peut-être un juste milieu entre applaudir pendant tout le temps, voilà, tout le temps où il sortait du stade, il se retournait et il applaudissait devant des joueurs brestois et devant la tribune RK. Alors j'imagine qu'il avait de la famille, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que sa famille, elle vient de le voir plutôt à la sortie du vestiaire juste après. Donc il n'y a pas besoin non plus de mettre du sel sur la plaie. Et voilà. C'était un peu limite à ce niveau-là quand même. Je pense que c'était limite, mais d'un autre côté, le comportement des Brestois, parfois aussi, peut-être envers lui, était limite. Et enfin, on sait pas, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu le sang chaud. Et sur enfin, la fierté du match, je peux comprendre moi, je peux comprendre avec le recul son comportement, même si je l'accepte pas, mais je peux imaginer que voilà, c'est vrai que ça a énervé tout le monde, mais voilà, c'est de la frustration générale de la part des Brestois. Et lui, effectivement, n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas non plus un scandale, je trouve. Après, si on revient sur le match en lui-même, il y a un point très intéressant que tu soulevais, Quentin, qui moi m'a vraiment marqué, c'est le manque de rythme. Tu sais que certes, les Angevins ont cassé le rythme, mais je trouve que même quand nous on avait le ballon, il y a toujours 3, 4, 5 touches de trop. Et si on fait un zoom sur le match de Tokyo, je pense que c'est le meilleur symbole de ça, je veux dire. J'ai pas ses stats exactes sous les yeux, mais je pense qu'il a pas raté beaucoup de passes. Il a même fait quelques passes qui étaient assez audacieuses, mais toujours 3, 4 secondes trop tard. Donc ça fait que face à un bloc aussi fermé que ça, c'est impossible de faire des différences en touchant 5, 6, 7 fois le ballon. Moi, Tokyo, j'ai pas compris. En fait, sur ce genre de match-là où on est en possession du ballon et comment dirais-je, dans une position où on domine, on est assez haut sur le terrain face à une équipe qui est très regroupée devant son but. En fait, Tokyo, limite, faisait doublon avec Duverne, je trouvais, parce que Duverne, il était capable de faire ce qu'il fait avec le ballon, d'être le premier relanceur. Il est assez doué techniquement, on l'avait déjà dit dans les semaines précédentes. Et du coup, lui et Batokyo, finalement, se marchaient un peu dessus. Et il n'y avait pas de joueur pour créer des décalages un petit peu plus haut sur le terrain. Sachant qu'on avait déjà Lannes qui ne brille pas par sa vitesse et sa percussion, hein, on est bien d'accord là-dessus. J'ai trouvé que c'était pas très judicieux la position de Batokyo sur ce match-là. Autant à l'extérieur, je l'avais bien aimé, autant là, j'ai été très déçu de son match. Bah, Finalement, ça faisait un peu écho au changement tactique du match aller à la mi-temps, où c'est à partir de là que Tokyo est titulaire. Et c'est à partir de là où cette position est un peu trouvée pour lui, avec le fait qu'il redescend un peu plus bas, chercher les ballons et distribue un peu avec le jeu devant lui. Mais ouais, t'as raison au niveau du doublon, puisque pour le coup, on était trois joueurs sur la dernière ligne avec le ballon. Alors qu'il y avait finalement qu'un Angevin à presser. Généralement, quand on fait ça, c'est que le bloc en face est en 4-4-2. Et du coup, au niveau de la dernière ligne, il y a une supériorité numérique qui permet de créer un décalage. Mais quand il n'y a qu'un mec qui presse, ça sert à rien d'avoir trois mecs pour faire des passes. Chardonnay et Duverne, ils sont assez grands pour se faire des passes sans qu'il y ait besoin d'un relais au milieu pour prolonger le ballon. Et quand tu as une double supériorité numérique, tu as deux infériorités numériques quelque part ailleurs. Donc c'est un problème et ça a été un problème tout le match. Et à ce niveau-là, je n'ai pas très bien compris pourquoi ça avait duré aussi longtemps. là, je pense que, enfin, personnellement, j'ai beaucoup regretté le manque d'audace de Christian Batokyo parce que cette situation était déjà plus ou moins arrivée contre Strasbourg. Et c'est un match où il a vite compris que ça servait à rien de rester derrière et il avait joué beaucoup plus haut et voilà, ça avait fini avec un triplé assez miraculeux. Mais je m'attendais justement à le voir grimper de lui-même et non. Non, tout simplement non. Alors peut-être qu'il voulait éviter les duels face à des colosses en juin, même si au milieu de terrain, c'était pas les Santa Maria, des Fulgini, des joueurs comme ça, c'est pas non plus les plus solides qu'ils avaient. Mais c'est peut-être voilà,
l'idée d'éviter les duels physiques et d'avoir le jeu devant lui, quoi. Mais c'était pas très pertinent de sa part. Et puis non, mais du coup, là, ce que je reproche un petit peu à Olivier Dalloglio, c'est de ne pas. Enfin, nous, on l'a vu, lui, il le voit aussi, quoi. Je veux dire, on voyait bien qu'on était impuissant et que offensivement, on n'arrivait pas à produire grand-chose. J'ai pas trouvé très pertinent déjà de maintenir ça à Tokyo tout le match, et également le côté droit Bello-Lan. C'est pas forcément l'idée la plus brillante du siècle, à mon sens. Hein. C'est deux joueurs quand même très moyens, surtout Lan sur un côté. Quand on sait que Bello derrière, c'est compliqué aussi. En fait, ouais, quand on réfléchit aux performances individuelles, finalement, il y a très peu de joueurs sur ce match qui m'ont convaincu. Peut-être Belkebla, on reviendra là-dessus, et Chardonnay, où j'ai trouvé également des progrès. Mais sinon, que ce soit les trios offensifs ou alors les joueurs que j'ai cités précédemment, j'ai été globalement très déçu, autant dans l'animation collective que dans la prestation individuelle de chacun d'entre eux. Globalement, il y a un point, bon, ça surtout ressenti au niveau offensif, mais moi qui m'a beaucoup déçu, et je crois que ça a été pointé par Dalloglio, c'est qu'on a eu quasiment aucun joueur qui soit n'a essayé, soit a réussi à se mettre face au but. Enfin, c'est tout bête, mais d'habitude, c'est un peu le profil d'Irving Cardona. Le nombre de passes en retrait et de remise vers l'arrière qu'il a fait au lieu d'essayer de se retourner, c'est affolant. Enfin, à aucun moment, on a essayé d'attaquer face au but en juin. C'était assez déplaisant à voir. Et je vous dis, moi, j'ai pas souvenir d'une occasion brestoise. Après la rentrée de Mendy, quand même, il y en a une belle et deux petites. C'est dommage parce que peut-être s'il y avait un match où Alexandre Mendy aurait été vraiment, peut-être pas très utile, mais utile, c'était vraiment face à des Romain Thomas, des Ismaël Traoré, où il aurait pu peut-être faire un peu plus la différence que Cardona, parce que les deux défenseurs centraux angevins sont pas non plus sont pas des caravanes au cul, quoi. C'est des joueurs qui courent assez vite. Donc là, le profil d'Irving Cardona est assez limité. Donc peut-être que Alexandre Mendy aurait peut-être pu faire la différence après. Voilà, c'est plus facile à dire après le match qu'avant, mais Ah bah voilà, nous, on l'a dit avant, puisque en tout cas, perso, j'avais proposé de faire souffler un peu Cardona, que je trouvais fatigué. Là, je trouve que ça s'est vraiment vu sur le match. J'ai trouvé vraiment très, très en dedans. Même le trio offensif, Grand Cyr, Cardona, Charbonnier, sans idée, sans inspiration. Charbonnier qu'on a loué pour sa qualité technique et ses remises, vraiment avec beaucoup de déchets techniques, j'ai trouvé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est énervé aussi au fur et à mesure du match. A priori, il a pris un carton à la sortie du terrain, donc il serait suspendu également contre Lille. D'après, il faudra vérifier, c'est pas certain. Mais on s'est un petit peu tiré plusieurs balles dans le pied, là, je trouve, ou dans les pieds sur ce il n'y match. avait pas besoin de ça pour ce match parce qu'on avait on avait suffisamment de difficultés pour rien que se créer des occasions qu'il n'y ait pas besoin de se tirer des balles dans le pied à ce niveau-là. Mais vous savez ce qu'on dit, quand tu peux pas gagner un match, Pas le perdre. voilà. Et là, franchement, là aussi, j'ai été très déçu, surtout par le but qu'on prend. J'ai envie de te dire que c'est quand même une accumulation d'erreurs individuelles. Tout d'abord, on l'a pointé. Il n'y a jamais de but sans erreur défensive. Oui, c'est vrai. Mais enfin, là, vous l'aviez pointé ces dernières semaines, Jean-Kévin Duverne qui a un placement absolument horrible. Il est 3-4 mètres derrière tout le monde. Bello qui ne revient pas vraiment. A priori, certains disent qu'il y aurait une faute en juin dessus, mais j'ai rien vu. Oh, j'ai rien vu. Il y a un contact, quoi, mais je ne sais pas s'il y a faute là-dessus. C'est pas une faute grossière sur laquelle Non. tu reviens. C'est pas une erreur manifeste de l'arbitre, quoi. Voilà. Et du coup, on a la dernière situation, c'est le 1 contre 1 Baoken-Larsonneur, où visiblement Larsonneur anticipe un centre. Comme ça pourrait se défendre. Mais en fait, quand on regarde au centre, il n'y a personne. Donc je trouve ça assez aberrant de vouloir anticiper un centre là où il y aurait potentiellement aucun Angevin pour le récupérer. Du coup, il ouvre son côté et voilà, ça fait but sur la seule intervention qu'il aurait eu du match. C'est dommage pour lui. Ça confirme peut-être une baisse de forme qu'on a ces derniers temps, mais encore une fois, on peut pas 100% mettre sur le dos de l'Arseneur. C'est pas normal que Duverne soit 5 mètres derrière, c'est pas normal que Bello ne revienne pas. Enfin, Toi qui es gardien, alors à un niveau équivalent. oui, on peut dire équivalent. Allez. Est-ce que finalement l'important c'est pas quand même de protéger le côté le plus dangereux à la base. Ça dépend vraiment de la situation, mais là, il me semble qu'on avait 4 Brestois pour un Angevin qui était vraiment très loin.
c'était Baoken. On sait que Baoken, je vais pas dire que c'est un bourrin, mais il y a 80% de chances qu'il tire sur le côté ouvert, quoi. Ça m'a semblé un peu étrange. Après, voilà, dans le feu de l'action, c'est pas simple. Mais oui, pour moi, c'est une erreur de l'Arsenal. Au-delà de l'erreur, c'est aussi le timing du but qui est terrible, parce qu'on le prend juste avant la mi-temps. Tu reviens à la mi-temps à 0-0, bon, tu as quand même toute la deuxième, et Angers ne fait pas la même deuxième mi-temps peut-être non plus, peut-être qu'ils essayent de se découvrir un petit peu, on sait pas, on peut pas refaire le film du match, on peut pas refaire le match. Et le fait d'encaisser un but juste avant la mi-temps, c'est comme nous à Nice, quand on marque juste avant la mi-temps, ça relance complètement le match, ça nous donne beaucoup de confiance, beaucoup de force. Là, Angers, ils étaient regonflés à bloc, ils menaient au score, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils avaient prévu ce match, ils avaient toute la mi-temps pour préparer leur plan. C'était vraiment le pire des scénarios possibles, quoi. D'autant plus Ouais, que même s'ils avaient gagné la semaine précédente, ils n'étaient pas non plus dans une totale confiance en leur capacité. Donc vraiment le but juste avant la mi-temps, ça multiplie la confiance et là, comme tu le dis, tu arrives regonflé à bloc en deuxième mi-temps. mais après, au-delà de ça, au-delà du timing, je trouve quand même que ça m'a vraiment inquiété. On en a très peu parlé, notamment dans la presse, c'est que en première mi-temps, Baoken, sur chacune de ses prises de balles, il a baladé nos défenseurs, quoi. Alors que c'est pas un grand joueur de Ligue 1, hein, loin de là. Donc, ok, on a pris qu'un but, mais si Angers avait peut-être eu la volonté d'attaquer et d'insister avec Baoken, ça aurait peut-être été plus qu'un. On a beaucoup mis en avant l'inefficacité offensive, mais je trouve que défensivement, on n'a pas été bon du tout. Je suis totalement d'accord, parce qu'on parlait de Batokyo qui était limite en trop, ça faisait 3 joueurs dans l'axe, et finalement, dès qu'on a été un petit peu mis en difficulté dans l'axe, on a été complètement transpercé. Ils se sont fait, que ce soit Duverne, Batokyo, Chardonnay, dans une moindre mesure, parce que physiquement, ils répondaient quand même. Mais effectivement, on a été complètement transpercé. Plusieurs fois, Baoken s'est montré dangereux. Il a d'ailleurs marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Bon, moi, là, c'est bien défendu, mais j'ai pas trouvé une solidité comme on avait pu l'entrevoir à Nice sur certaines phases de jeu, à Rennes surtout également. Mais si on prend les derniers matchs, il y a aussi des matchs à Dijon, on en prend 3, contre Saint-Etienne, on va en prendre 2. Défensivement, on n'a pas trouvé la recette encore. Et je pense que le retour d'Ibrahima Diallo, en ce sens, sera très bénéfique pour l'équipe. Alors on fait beaucoup d'analyse collective et ça va être difficile de trouver des individus qui ont vraiment éclaté sur le match contre Angers. Est-ce que vous en avez quelques-uns? Un petit homme du match chacun? Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais dire Alexandre Mendy parce que sur cette entrée, je comprends enfin pourquoi on a pu le recruter. Parce que, comme tu l'as dit, Quentin, c'est peut-être le match de l'année où il fallait le mettre. Le deuxième, ça serait Reims, parce que je m'attends à exactement la même chose à Reims. Voilà, là, je vois clairement où est-ce qu'il peut être utile. Bien sûr, ça sera jamais une pointure, mais je lui vois une certaine utilité. Et ça s'est vu dans son entrée. C'est ça parce que Oui, si ça on prend... ça sera jamais une pointure. Non voilà parce que si on prend le contre-pied, il y a quand même des appels de balles qui n'ont absolument aucun sens. Où il part du milieu de terrain et il va chercher un espace, mais où il n'y a pas d'espace, quoi. Il y en a un techniquement, mais ça laisse très peu de marge de manœuvre aux défenseurs pour essayer de trouver. Donc voilà, c'était pas non plus. Autant il est utile dans les duels et quand il a le ballon, quand il joue peut-être en pivot, mais c'est pas un joueur de profondeur ou c'est pas un joueur à qui tu laisses une liberté de mouvement importante, quoi. Fanch, un homme du match peut-être? Aris Belkebla. Tant par son homme du match que homme d'après-match. Ah ouais, joueur d'après-match, effectivement, parce que c'est vrai que tu vois qu'il va, il défend ses couleurs, il défend le club et il défend l'équipe, donc ça c'est toujours appréciable quand tu vois que 80% de l'équipe était rentrée au vestiaire la tête basse. Bon, je trouve ça un petit peu moyen quand même, soit. Mais sinon, c'est sur son abattage sur le terrain, quoi. J'ai l'impression qu'il était un peu tout seul au milieu à essayer de surnager. Il a joué 90 minutes à fond, j'ai pas ses stats individuelles de course à haute intensité. Je pense qu'il peut encore vachement progresser dans l'utilisation du ballon, vers l'avant notamment. Ça, c'est des progrès qu'il peut faire. Mais sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'il est important pour le collectif, quoi. C'est vraiment le seul joueur qui m'a, je dirais pas bluffé parce que c'est pas le terme, parce qu'on le connaît déjà, mais qui m'a plu sur le match face à Angers, en tout cas dans l'intensité. Il s'est mis au niveau Ligue 1, lui, cette année, vraiment, ça fait plaisir. De mon côté, je pourrais, évidemment Belkebla, hein, mais je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. J'aurais pu mettre Romain Perrault aussi, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Ses montées étaient plutôt tranchantes et défensivement, il n'a pas été trop mis en difficulté face à Tube.
Mais dans un match où justement on a manqué de créativité, je vais quand même essayer de mettre en lumière quelqu'un qui a justement essayé de faire ce que les autres n'ont pas voulu faire, et c'est Jean-Kévin Duverne. Alors il n'est pas exempt de tout reproche sur le but, mais offensivement il a quand même montré des capacités de relance qu'on avait déjà pu voir contre Nice, et il les a remontrées une nouvelle fois contre Angers avec des passes plutôt bien senties. D'ailleurs, tu parlais en début de match, en début de podcast, pardon, d'un début de match plutôt bon, et c'est justement quand Jean-Kévin Duverne a pu éclairer un peu le jeu avec quelques passes vraiment qui étaient difficiles à faire et qu'il a réussi à trouver. Et voilà, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il faudra progresser sur son côté défensif, mais on en parlait la semaine dernière, hein, il y a peut-être le potentiel d'aller chercher quelque chose chez ce joueur, et voilà, on peut, comme pour Alexandre Mendy et les raisons de son recrutement, moi-même je commence à voir pourquoi Jean-Kévin Duverne a été recruté, et on commence à voir aussi pourquoi il reste sur le terrain, alors que voilà, on va pas revenir sur Denis Bain, mais Denis Bain est peut-être un peu meilleur défensivement, mais il apporte sûrement moins avec le ballon que Jean-Kévin Duverne. Je rajouterais juste sur Duverne, c'est aussi le seul qui a eu peut-être l'intelligence de sauter les lignes par moment. Au-delà de sa capacité technique, il y a aussi la volonté de le faire, et pour moi c'est le seul qui a essayé de s'affranchir un peu du milieu où le bloc en juin était resserré. Il y a Chardonnay aussi qui l'a fait de temps en temps, et plutôt bien. Il y a des transversales qui étaient vraiment de très bonne qualité, ce que par exemple Jean-Kévin Duverne lui a un peu plus de mal à faire. Mais ouais, Chardonnay, il y avait quelques relances qui n'ont pas été dégueu. Alors le pourcentage de réussite est peut-être un peu moindre qu'une passe courte de Jean-Kévin Duverne, mais à ce niveau-là, c'était encourageant. Tu parlais d'encouragement aussi à ce niveau-là, Fanche. Je te rejoins là-dessus. Chardonnay, c'est plus la passe longue qui est assez efficace. Il a fait 2 ou 3 transversales à un moment donné, c'était plutôt bien. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est pas, vous trouvez pas ça anormal, vous, que le joueur qui soit le plus dangereux, celui qui fasse des décalages et qui apporte le danger, soit le défenseur central? Bah oui et non, parce que finalement le contexte du match fait que le défenseur central est peut-être le joueur le plus important, parce que c'est lui qui lance l'action. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé voir un Grand Cyr, un Charbonnier, un Cardona un peu plus en verve, mais je pense que le contexte de la rencontre et la façon de jouer de Angers fait que le joueur le plus dangereux, c'est celui qui a le ballon face au jeu. Et là, pour le coup, c'était de facto le défenseur central, alors que ça aurait pu et peut-être dû être Batokyo. Oui, je rejoins totalement. Et au niveau donc peut-être des joueurs qui vous ont déçu, il y en a peut-être un peu plus là à parler. Vas-y Yann, si tu veux, je te laisse entamer. Après, on a quand même parlé de pas mal, donc. Je vais pointer un seul, et ça va être plus sur le global, ça va être Gauthier Larsonneur, dans le sens ça fait 3-4 matchs, c'est compliqué pour lui. Après, voilà, c'est le gardien, on sait comment ça se passe. Il y a des pics de forme exceptionnels, il y a des pics de méforme. Toi, ton pic de méforme, il est assez long quand même. Hein. Ah oui, c'est d'une longueur variable, mais enfin, je m'inquiète pas trop pour lui. La seule chose qui m'inquiète pour lui, c'est sa sortie après le match, où visiblement il a été assez virulent envers l'arbitre. C'est pas impossible qu'il soit rattrapé par une commission quelconque de la Ligue. On semble a priori avoir entendu un sale PD partir. C'est quelque chose. On sait que la Ligue a mis l'accent dessus en début de saison. Ça a plus trop l'air d'être le cas, mais quand même attention. Alors que c'était surtout une apostrophe à Pascal Duprat. Rien à voir avec une éventuelle insulte homophobe. Fanche. Moi, je vais pas faire de différence entre les trois de devant, Charbonnier, Cardona, Grand Cyr, qui pour moi n'ont pas été au niveau sur ce match. Et donc il n'y a eu pas de relation technique entre les deux. Ils n'ont pas combiné vraiment, et quand ils ont combiné, c'était, à prendre les commentaires de Jeanne Sacomano à l'époque, mais c'était téléphoné. On le sentait venir à 10 km, ils n'ont pas eu de quoi se créer des occasions, ils ne se sont pas créés, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont été vraiment assez intermittents, et par leur comportement, j'ai pas trop aimé. Enfin, ils m'ont vraiment déçu sur ce match. C'est un match sans, ils sont passés à côté. Et s'il y a peut-être un autre joueur que je voulais pointer du doigt, et pour moi, pour qui c'est vraiment très compliqué, c'est Gaëtan Bello. Alors que faire ? On en parlera peut-être contre Reims, sur la présentation du match contre Reims. Mais le poste de latéral droit devient
un souci peut-être pour le Stade Brestois, peut-être le seul où il y a vraiment un manque de qualité à ce poste-là, mais voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. On a fait le tour là de ce SB29 Angers. On espère que vous avez peut-être pris plus de plaisir à nous écouter qu'à regarder le match samedi. C'est peut-être pas difficile. D'ailleurs, Si je c'est l'ai pas le cas, enregistré. il y a une grosse remise en question à faire de notre côté. Alors, on va passer aux news. Hein. Les news, c'est une valeur sûre, les news. On n'est jamais déçu. Par contre, on est déçu de la réserve. On est déçu de la réserve, d'autant qu'on est laissé un peu se geler les noix à Ménespol. Et on a vu une grosse victoire de Plamenec, 5-1 contre la réserve. Une victoire où il n'y avait rien à dire. Vraiment une équipe de Plamenec qui est d'ailleurs leader de N3 et qui n'a rien à faire en N3, vu comment elle a joué samedi. C'est Yaya Koujabi qui a réduit le score à 4-1. Et on notera aussi le but de Nicolas Pellen, qui est donc formé au Stade Brestois, qui a marqué pour Plamenec contre le Stade Brestois. Alors pas de panique pour la réserve, voilà, c'est une équipe, un changement de génération, donc c'est une équipe très très jeune. Il n'y a pas de pros qui viennent les soutenir, que ce soit des Magnetti, des Mbok qui ne sont pas dans le groupe, ou même un Sivois, puisque Titon Guéguin n'était pas là, était blessé pour ce match. C'est donc Olivier Moutoussamy qui a fait son premier match depuis très longtemps. Moi, Mais voilà, il n'y a pas. Est-ce que je peux te couper? Oui. Parce que justement, j'ai une question à ce sujet. On parle des pros qui ne viennent pas renforcer la réserve. Je pensais que c'était le cas dans tous les clubs. Et finalement, non, dans pas mal de clubs de Ligue 1, on voit que les joueurs reprennent. Là, c'est le cas notamment du Rémois Zenelli, qui a été blessé pendant de très longs mois et qui revient justement face à Brest. Donc, il devrait revenir en tout cas face à Brest. Il a fait une mi-temps déjà avec la réserve. Pourquoi est-ce que, selon toi, Brest n'envoie pas ses pros? Parce que c'était le cas, on savait, notamment beaucoup avec Dupont, peut-être trop d'ailleurs, quelques fois avec Furlan, parce qu'on a vu Magnetti, etc. y aller. Pourquoi est-ce que maintenant, c'est une question de règlement ou de volonté du coach? Alors, je n'ai pas de réponse claire et nette à te donner. Il faudra poser la question aux principaux acteurs. Néanmoins, alors il y a peut-être déjà quelques suppositions. Il y a peut-être néanmoins une envie déjà de faire jouer les jeunes, des jeunes qui ont un avenir, un avenir plus ou moins variable au Stade Brestois, mais qui ont un éventuel avenir au Stade Brestois, alors que par exemple, on prend un David Kiki par exemple, qui a joué pas mal de fois avec la réserve en début de saison, ça s'est arrêté, et je sais que Olivier Dalloglio se demande si c'est vraiment utile de faire jouer des pros qui peuvent être amenés justement à jouer en pro sur des terrains un peu moyens en N3, sur des synthétiques, sur le synthétique de Ménespol en l'occurrence. Voilà, c'est pas vraiment idéal pour des pros et c'est peut-être être sujet à des blessures. Donc c'est peut-être éviter de prendre des risques et de faire jouer aussi les jeunes qui ont un éventuel avenir au Stade Brestois. Donc pour revenir sur la réserve, donc il rejoue à domicile samedi, ce sera contre Lannion à 18h, donc toujours à Ménespol. Seul autre d'ailleurs résultat du week-end, c'est la victoire 3-0 des féminines contre Bergerac. Alors un peu de contexte, Bergerac est donc promu, a joué son 16e match de la saison à Brest pour une 16e défaite. Et encore plus inquiétant, 2 buts marqués pour 64 ou 65 buts encaissés. Donc il n'y a rien qui va, c'est encore pire que le Toulouse Football Club. On en est là. D'autant plus qu'elles se sont tirées une balle dans le pied elles aussi, puisque elles ont ouvert le score contre leur camp. Ce qui a permis à Brest de dérouler dans la foulée avec 2 autres buts de Lebrun et de Boishardy. Les féminines sont 7e avec 25 points, donc toujours, on le répète toutes les semaines, mais c'est fin de saison en roue libre, il n'y a plus rien à jouer. Et d'ailleurs, elles ne joueront pas ce week-end. 2 équipes qui joueront ce week-end, ce sont les U18 qui jouent à Vannes-Ménimur samedi à 15h30 et les U16 qui reçoivent Rennes Bréquigny, donc le CPB Bréquigny. Samedi à 13h30, ce sera à Penn-Hélène. Pas de match pour les U17. Yann, on vient vers toi pour
la chronique hebdomadaire des anciens Brestois qui ont brillé. Alors j'ai parlé de Nicolas Pellen avec Klabenek qui a marqué contre son club formateur. J'imagine qu'il y a d'autres d'anciens Brestois qui ont brillé. Et ben moi je vais te parler d'anciens Brestois qui vont peut-être briller contre la réserve du Stade Brestois l'an prochain, puisque je vais te parler des Brestois de Minizac. On sait il y a toute une flopée avec notamment Johan Ramaré, Cédric Fabien et l'idole Bruno Rougy. Ce week-end, la Saint-Pierre de Minizac a gagné 2-0 face à Châteaulin avec un but de Cédric Fabien. Donc voilà, l'ancien Brestois, il est là. Et en fait, attention, un ancien Brestois peut en cacher un autre, parce que c'était sur une passe décisive de Enzo Henry, petit frère de Valentin, sauf erreur de ma part. Et oui. Du coup, aujourd'hui, la situation de Minizac est très simple. Ils sont leaders, ils sont premiers ex-aequo avec la Montagne, mais ils ont 2 matchs en retard. Donc ils sont dans un fauteuil et, sauf catastrophe, on devrait les retrouver en N3 l'an prochain. Donc Bruno Rougy contre le Stade Brestois B, on attend que ça. Alors ça c'est pour le niveau, on va dire quand même assez amateur. Niveau professionnel, il n'y a pas eu énormément de Brestois qui se sont illustrés. On peut citer évidemment JCP qui a marqué un nouveau penalty avec Caen lors d'un match assez ubuesque face à Grenoble. Par contre, c'est quasiment le seul joueur de Ligue 2 qui a brillé. L'autre joueur de Ligue 2 qui a brillé, c'est Johan Gastien qui a pris un carton rouge avec Clermont. Il a pris 2 cartons jaunes dans l'espace de 2 minutes. Donc voilà, chacun brille à sa manière, j'ai envie de te dire. Et au final, le dernier joueur que j'ai relevé pour cette semaine, c'est le joueur qui peut-être est le plus mentionné depuis le début de saison, c'est Pierre Magnon. Il a été buteur avec l'US Avranches. Nouvelle victoire pour l'US Avranches, 3-2. Victoire de haute volée face à Quevilly. Et donc encore une fois, je le répète, comme c'est la dernière semaine, l'US Avranches qui est vraiment parti pour aller jouer au moins un barrage d'accession en Ligue 2. Ça a l'air de gazer en tout cas pour Pierre Magnon. Peut-être que même si Avranches ne monte pas, on aura peut-être l'occasion de le voir en Ligue 2 l'année prochaine. Oui, en tout cas on lui souhaite. Et puis visiblement, au-delà de ses performances sportives, humainement, ça a l'air de très bien se passer à Avranches. Ça doit quand même être flatteur pour un joueur qui est sorti 100% de la formation brestoise. Et on rappelle que s'il était italien ou espagnol, il serait titulaire indiscutable en Serie A ou en Ligue 1. Mais voilà, par contre en Serie A, en Ligue 1, hélas, je n'ai pas trouvé d'autres Brestois qui aient réellement brillé cette semaine. Il y a toujours Robert Lenormand titulaire et toujours Robert Lenormand vainqueur, donc c'est intéressant. Ils ont encore gagné ce week-end et toujours en pôle pour jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine avec la Sociedad. Eh bien, s'il n'y a plus de news, on va passer à la réception, pas du tout la réception, au déplacement. À Reims, une réception par contre qui était un plutôt bon souvenir puisque c'était la première victoire du Stade Brestois en Ligue 1 sur un match un peu chiant, mais un match agréable au final puisque donc Gaëtan Charbonnier avait inscrit son premier but de la saison et avait offert la victoire au Stade Brestois. Et on espère la même chose à Reims, même si ça va être difficile contre une équipe qui est plus performante face aux gros qu'aux petits. Donc c'est peut-être un petit motif d'espoir à ce niveau-là. Une petite statistique à ce niveau-là. Hop, je vais te donner la parole, mais je finis un peu. Il y a peut-être quelque chose à faire à Reims, même si c'est quand même devenu en 1 an et demi une équipe très très solide de Ligue 1. Oui, tout à fait. Et quand tu parles d'équipe solide devenue en 1 an et demi, je pense même que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Reims, est-ce que ce serait pas peut-être un club qui devrait être un modèle pour Brest dans sa progression, dans sa structuration, dans son recrutement, dans sa professionnalisation? C'est pour moi un club dont lequel Brest devrait vraiment beaucoup s'inspirer dans sa manière de travailler. Plus que Angers. Angers, absolument. Parce qu'Angers, je trouve qu'ils font des choses bien, mais dans le recrutement, je suis souvent sceptique. Moi, j'aurais tendance à dire non, parce qu'il y a quelque chose que je reproche à Reims, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de grandes ambitions. Bien sûr, ils font très bien ce qu'ils font pour rester en Ligue 1, mais en tout cas aujourd'hui, c'est sûr, ça fait assez peu de temps qu'ils sont en Ligue 1, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de volonté de faire plus que jouer le maintien tous les ans. En même temps, ils sont montés l'année dernière. Hein. Oui, voilà, ça tempère un peu, mais je veux dire, ils restent sur une très bonne saison l'an dernier, là ils sont, je crois que c'est 8e. Tu pourrais imaginer que le club va y aller un peu plus loin, même... Là où je te retrouve, c'est l'ambition dans le jeu aussi. C'est vrai que dans le jeu,
c'est très limité en termes d'ambition. Mais après ça, est-ce que c'est une volonté du club ou c'est une volonté du coach? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans le jeu, l'ambition n'est pas vraiment très présente. Mais je trouve, moi, quand je te parlais de modèle, c'est vraiment dans la structuration, je trouve qu'ils font les choses bien, ils se solidifient, et ils font les choses très solides, ils sont durs à battre, et ils vont se maintenir encore de manière très tranquille. Et peut-être qu'après, ça va venir par petites touches de devenir un petit peu plus ambitieux. Tu peux pas non plus, en 1 an et demi, en 2 ans, vouloir jouer à la Ligue des Champions. Il faut aussi savoir raison garder et être cohérent sur ton projet. Combien de clubs se sont grillés les ailes en voulant aller trop vite aussi? Non, moi, je suis plutôt en désaccord avec toi. Je trouve que même au niveau des ambitions, recruter un gardien comme Rajkovic pour pallier un départ de Mendy, c'est plutôt d'un, ça montre plutôt une intelligence et une ouverture d'esprit que beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas. Et de deux, bah, c'est un très très bon joueur. On le voit cette saison, le pari est totalement gagnant. Il a eu 9 dans l'équipe au dernier match, Ralkovic. Et ça illustre aussi sa saison. Hein. C'est peut-être plus maintenant, mais Larsonneur était peut-être le meilleur gardien de Ligue 1 sur la première partie de saison. Mais Rajkovic était sûrement sur le podium, mais sûrement pas très très loin du gardien brestois. Ouais, Donc, mais moi je le vois pas trop comme c'est un risque, c'est sûr. Il pouvait pas vraiment faire mieux en tant que Reims. Je veux dire, Oui, voilà, mais c'est quand même un nom, c'est un international serbe. Là, pareil, ils ont recruté au mercato d'hiver, ils ont mis 4 millions d'euros sur un attaquant néerlandais de l'Ajax. Enfin, ils dépensent leur argent qu'ils ont quand même très bien investi et durement acquis, avec pareil des joueurs qui sont arrivés et qui sont repartis pour beaucoup plus cher. Et je pense à Engels, hein, qui est parti à Aston Villa pour un peu moins de 10 millions d'euros, et à Rémi Houdin aussi, qui est parti à Bordeaux pour 10 millions d'euros. Et justement, à ces départs, ils étaient totalement préparés et ils ont su réagir immédiatement et remplacer ces joueurs au pied levé. Et ça, je trouve que déjà, c'est ambitieux. Et ça montre une qualité du travail qui est vraiment très bonne pour un club de Ligue 1. Et pour ne rien gâcher, ils sont très très bons au niveau de la communication également. Il y a un endroit où ils sont pas bons et ils ont des problèmes, c'est sur la pelouse en revanche. Ah, bah ça c'est, on a quelqu'un pour leur pelouse, hein, si jamais. Il y a Sparfeld qui aurait du boulot là-bas. Non, mais je crois qu'ils ont justifié ça par la Coupe du Monde féminine qui avait nécessité une modification du traitement de l'herbe parce qu'en gros ils devaient je sais pas quoi ressemer à tel endroit et ils laissaient reposer. Et la Coupe du Monde féminine les a empêchés de faire. Ils ont perdu 1 mois et du coup elle est très mauvaise cette année. Donc ça va peut-être niveler un peu le niveau du match vers le bas encore samedi, je sais pas. Mais juste ma petite stat que je voulais donner tout à l'heure. Ils n'ont perdu aucun match contre les 6 premiers depuis le début du championnat. Donc ça rejoint ce que tu disais, ils sont très costauds contre les forts. Que ce soit à Paris, ils ont été gagnés à Paris, ils ont été gagnés à Marseille, ils ont battu Lille à domicile. Ils ont fait des matchs vraiment très 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 costauds contre ces équipes-là. Après, contre les plus petits, c'est plus compliqué. Et voilà, et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dans les 6 premiers. Et oui, pas cette année. Et ça c'est une bonne nouvelle qu'on ne pensait pas dire. Mais effectivement, Reims est très très fort contre les gros et ça montre justement cette absence d'ambition dans le jeu, c'est peut-être un peu fort, mais ce côté angevin du pragmatisme et du bétonnage un peu, peut-être pas systématique, mais régulier. Et c'est peut-être ce qui va nous faire mal, même si je pense qu'on est un peu plus pragmatique également à l'extérieur depuis le déplacement à Rennes, et que on va peut-être être intelligent et laisser justement le ballon à Reims samedi. Il y a un chiffre qui trompe pas, c'est Reims est tout simplement l'équipe de Ligue 1 qui fait le plus de matchs nuls. C'est une des équipes qui marque le moins de buts, ils en ont mis que 25, et c'est aussi, il me semble, c'est tout simplement la meilleure défense de Ligue 1. On va se faire chier. En tout cas, on nous le souhaite de nous faire chier parce que un point, moi je prends. Un point, ce serait effectivement un bon résultat. Et finalement, ils ne sont que 5 points devant nous, hein, si je dis pas de bêtises. 4 points, tout à fait. Donc voilà, on est quand même pas très loin de ces équipes-là, et c'est que ça reste plutôt une bonne nouvelle. Hein. Voilà, on a perdu contre Angers, mais il n'y a pas de quoi non plus tirer la sonnette d'alarme. Il n'y a pas non plus d'inquiétude de mon côté au niveau des performances. Hein. C'était vraiment un match très spécial dans son développement face à une équipe qui ferme la baraque
qui surtout sait fermer la baraque. Alors, Reims sait le faire, mais on n'affrontera pas des équipes comme ça toutes les semaines, et il n'y a pas de raison de flipper outre mesure et de penser qu'on a perdu notre jeu parce qu'on a vu un match sans contre Angers. Moi, j'espère, enfin, en tout cas, je pense que Brest doit faire à Reims le match qu'Angers a fait à Brest quelque part. C'est-à-dire leur laisser le ballon, parce qu'on sait que c'est quand ils l'ont qu'ils sont peut-être les moins à l'aise, les laisser faire le jeu et essayer de les punir peut-être en contre. Et là, utiliser la vitesse d'un Cardona, la vitesse d'un Grand Cyr. Charbonnier qui va certainement être revanchard aussi face à son ancien club. Il avait déjà marqué à l'aller. Peut-être, parce que si on part à l'abordage et qu'on se prend un but en contre par Reims à domicile, on est les rois des cons. Et après, on n'arrivera pas à revenir au score comme à Nice. Si on perd 2-0 au bout de 30 minutes, on ne reviendra pas comme à Nice, je pense. Est-ce que la solution finalement ne serait pas de rappeler Johan Hartog ? Ah oui, grand match. Et Edouard Butin aussi. Ah oui, grand match. Effectivement, d'Edouard Butin, mais un Johan Hartog extraordinaire sur le dernier déplacement à Reims. On espère une performance similaire du gardien, Gauthier Larsonneur évidemment, mais on espère pas quand même un scénario similaire où on se chierait vraiment dessus là, avec des occasions. J'ai souvenir de parades vraiment exceptionnelles de Johan Hartog, mais ça va être quand même un match très difficile. Et il y a un point sur lequel on a failli revenir sur le match contre Angers, c'est le poste d'arrière droit. Donc on a un Gaëtan Bello qui est clairement pas au niveau de la Ligue 1, qui est un défenseur solide, mais qui a ses limites, et c'est normal, hein, il est plus tout jeune non plus. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, il était peut-être au niveau Ligue 1, là c'est quand même un peu plus compliqué. Et un Julien Faussurier qui visiblement n'est plus trop en odeur de sainteté avec le staff technique. Oui, il faudra recruter l'année prochaine à ce poste-là, c'est évident. Si on se maintient, ça doit être la priorité absolue selon moi. Mais est-ce que vous remettriez Julien Faussurier, vous, ou pas ? Moi, oui. Moi, oui, parce que je trouve qu'il a perdu sa place sur effectivement 2-3 mauvais matchs, mais que depuis que Bello est à sa place, c'est pas forcément mieux, et qu'on a vu que Faussurier, lui, était capable de mieux sur la première partie de saison. Il a fait une première partie de saison, on a dit, on pourrait ressortir les anciens podcasts, certains podcasts au cœur de la fin de l'été et début de l'automne, où Faussurier avait même été assez bluffant, il avait fait des super matchs, il marque à Saint-Etienne, il fait des prestations très solides, surtout sur le côté offensif, et je sais que c'est ça qu'on lui reproche, c'est d'être trop offensif, qu'on lui demande de rester derrière. Lui, il n'accepterait pas trop ces consignes, mais je pense que malgré tout, il faut le remettre dans le jeu, il faut le relancer là, parce que Bello, j'ai pas envie de voir Bello contre Lille, j'ai pas envie de voir Bello contre Monaco, j'ai pas envie de voir Bello contre Marseille, ça va faire trop mal. Moi, je te rejoins sur cette question-là. A priori, si Faussurier n'est même plus dans le groupe, c'est qu'il y a des raisons extra-sportives. Et moi, une solution que j'aimerais bien voir, au moins une fois, et je pense que le match contre Reims peut être l'occasion, c'est potentiellement remettre Duverne à droite et retrouver enfin Castelletto dans le 11. Ou Ben. Mais... Alors justement, donc l'autre solution, ce serait de déplacer un joueur peut-être à un poste qui n'est pas le sien. Et outre Duverne, je pensais aussi à Ludovic Ball. Oui, il était rentré contre Rennes à droite. Tout à fait. Alors c'est un gaucher. À voir qui serait son vis-à-vis à Reims, ce serait peut-être Donis ou Camara, c'est ça ? Hassan Camara. Les deux ailiers. Donc, avec probablement la rentrée. S'il n'est pas titulaire. Peut-être que c'est aussi une possibilité de le voir titulaire, même s'il c'est plutôt un joueur d'axe, non ? Le côté, la semaine dernière, il est rentré à la place. Pour moi, je verrais plutôt Moussa Doumbia si jamais il y a un ailier qui venait à sortir. Et Zenelli qui est plutôt un 10, selon moi. Mais voilà, selon son vis-à-vis, il n'y aurait pas trop de soucis à faire jouer un gaucher côté droit. Donc ça peut être aussi une possibilité. D'autant que plutôt Ball, quand on a fait appel à lui, certes, il n'a jamais été exceptionnel, mais il n'a jamais été très mauvais non plus. Est-ce qu'on peut pas envisager également le retour d'Ibrahima Diallo dans le 11 pour ce match ? Ah bah totalement. Moi, je pense qu'il est nécessaire ce retour-là. En espérant que c'est même un peu dommage de ne pas l'avoir fait rentrer, même si voilà, on comprend très bien qu'il y avait des objectifs de résultats,
Mais c'est dommage de ne pas pu avoir fait rentrer Ibrahima Diallo contre Angers. Oui, absolument. Mais du coup, comme tu dis, enfin, le scénario du match a fait que c'était pas très logique de faire entrer Diallo contre Angers alors qu'on était mené. Mais du coup, il va arriver en manque de temps de jeu, en manque de rythme. Moi, j'aurais sorti peut-être. Ça dépend, parce que Tokyo, à Bah, si l'extérieur. on part du principe qu'on laisse le ballon à Reims, Tokyo, il ne sert pas à grand-chose. Ah, voilà, c'est ça. Donc c'est un plan tactique qu'il faut mettre en place. Là-dessus, le coach est sûrement plus intelligent que nous, hein. Et on l'espère. Ce sera une bonne nouvelle quand même pour notre club. Aussi intelligent que nous. Comment, pardon? On va dire aussi intelligent que nous. Pas la peine de se dévaloriser. Ce Très serait mauvais. quand même une mauvaise nouvelle pour le club s'il était aussi intelligent que nous. Ou alors nous, on est très intelligents. Ça va trop loin là. Un passage dans le journal et ça y est, c'est la grosse tête. C'est la grosse tête. Mais justement, voilà, c'est un plan tactique qu'il faut mettre en place. Et voilà, effectivement, si tu laisses le ballon à Reims, il y a pour moi aucune raison de mettre Tokyo et de ne pas mettre Diallo. Ça va faire quand même 2 semaines qu'il aura repris l'entraînement. Même s'il joue pas tout le match, il y a quand même une bonne heure minimum sous le capot. Oui, puis il peut faire entrer Tokyo après, ou Mbok, ou Magnetti. Magnetti, moi, je le verrais bien entrer en jeu à Reims dans ce genre de match où il faut se battre, gratter des ballons et tout. Moi, je mets Diallo Belkebla et je mets Diallo Belkebla devant, je mets des joueurs qui vont vite pour jouer les contres. Et après, advienne que pourra, quoi. De toute façon, Reims, faudra les piquer dans le dos. Ils ont des bons joueurs, hein. Abdelhamid derrière, c'est plutôt pas mal. Un bon gardien. Ça va être très compliqué. Selon moi, c'est un match qui va être très compliqué, très très compliqué ce match à Reims. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont aussi des très bons latéraux. Oui, D'ailleurs, c'était ton homme à suivre, il me semble, au match aller, Fanche. ouais, mais il n'était pas là. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter. C'était Hassan Kamara, c'est ça? Qui a marqué à Monaco d'ailleurs ce week-end. Tout à fait, et qui joue plutôt ailier maintenant. Oui, Mais même son remplaçant en tant qu'arrière gauche, donc c'est Conan. Et lui aussi un très bon joueur. Et Thomas Fouquet de l'autre côté, c'est peut-être le meilleur arrière droit de Ligue 1. Donc ouais. il y a potentiel danger sur les ailes. Enfin, il y a du danger un peu de partout. Et Pocket, c'est effectivement, oui. Pocket, il est un petit peu moins bien en ce moment, parce que notamment je l'ai sur MPG, c'est vrai que ses notes sont pas très très bonnes, mais effectivement il a un potentiel qui est supérieur à nos latéraux à nous, il n'y a pas de problème là-dessus. Et effectivement, il y a du danger un peu partout. Reims, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu dommage d'avoir aussi peu d'ambition dans le jeu avec un effectif qui quand même laisse penser qu'il y aurait mieux à faire. Enfin, on va pas s'en plaindre, hein. On n'est pas Reims en air. Et donc je vais vous demander, messieurs, un homme à suivre. Côté Rémois, Retirez-moi. je vais repartir sur Hassan Kamara du coup, puisqu'au match aller il m'a fait faux bon. Alors de mon côté, ça va être Harbert Zenelli, qui du coup était absent depuis 5-6 mois. Il a fait son retour contre Monaco. J'en ai des très 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 bons souvenirs de ces 6 premiers mois avec Reims. C'est vraiment un joueur qui peut se balader un peu partout sur le fond d'attaque, qui est très créatif, qui a de bonnes frappes de balle. Je pense pas qu'il soit titulaire, mais il devrait rentrer a priori et je me méfie beaucoup de ce genre de joueur. Tu voulais rajouter quelque chose, Fanch? On n'a pas trop entendu. Du coup ça m'est sorti de la tête. Non mais moi Sur Zenelli. non, sur Zenelli, ouais, c'était vraiment une très bonne recrue et que c'était un joueur, enfin voilà, typiquement le genre de recrutement que Brest doit être capable d'effectuer dans les années à venir s'il vient à monter en Ligue 1, à rester en Ligue 1, pardon, parce on sait qu'on sera toujours moins riche que les autres et qu'on aura certainement le président le plus radin que les autres. Donc il va falloir être capable de faire des coups et d'aller dans ce qui est considéré comme ces pays de seconde zone, qui, à mon sens, ça n'a pas de sens de dire ça, parce qu'il y a des excellents joueurs et Quentin, c'est pas toi, je pense, ni Yann, qui vous connaissez mieux le football périphérique, je dirais, de l'Europe, qui a des coups certainement très très intéressants à faire, mais pour ça, il faudrait développer aussi la cellule de recrutement, etc. Mais voilà, quand je parlais de Reims, il fallait s'inspirer de ce club, c'est aussi là-dedans dans le recrutement, quoi. Et surtout, pour revenir sur le recrutement, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des étrangers, il y a aussi des coups, notamment Boulaïdia qui vient des divisions inférieures et qui marche très bien. Donc c'est vraiment éclectique et ça montre, comme on le dit depuis le début de cette présentation de match, que Reims est un modèle pour Brest et travaille de façon très cohérente. De mon côté, ce sera tout simplement Predrag Rajkovic,
ancien grand espoir de la sélection serbe, et qui s'était un peu perdu en partant au Maccabi Tel Aviv, qui a joué avec Batokyo d'ailleurs à Tel Aviv, et qui est revenu en Europe occidentale, et pour le plus grand plaisir, j'imagine, des supporters rémois, qui fait vraiment une excellente saison. On est peut-être sur le meilleur gardien de Ligue 1 du côté de Rajkovic, et on se dirige aussi vers une plus-value très intéressante pour un club comme le Stade de Reims. Alors côté Bressois, on commence par toi Yann. C'est assez difficile parce que, comme je l'ai dit, moi je m'attends vraiment à avoir le même match que face à Angers avec un bloc très très fermé, même un bloc très bas. Face à ça, pour moi, comme tu l'as dit, le contexte fait que c'est au défenseur central de faire la différence. Donc pour moi, je dirais plutôt Jean-Kévin Duverne s'il est dans l'axe, et sinon Jean-Charles Castelletto, parce que si Duverne n'est pas dans l'axe, a priori ce serait pour Castelletto. Fanche. Petit Arseneur. Pour la simple et bonne raison que on a évoqué, c'est sa petite baisse de forme sur les dernières rencontres. Que tu as également évoqué Johan Hartog qui a fait un gros match à Reims il y a quelques années. Voilà, on risque de subir quand même pas mal d'occasions. En tout cas, on va en subir certainement. Et si on peut ramener quelque chose de Reims, il doit être un acteur important du bon comportement des Brestois à Dolone samedi. Et de mon côté, on va partir sur un Ibrahima Diallo. Alors, il sera peut-être pas titulaire, mais il rentrera sûrement en jeu, hein. Et c'est le grand retour de l'enfant prodigue. Donc, on a hâte de le voir, et hâte de voir à quel rythme il réussira à retrouver son meilleur niveau. Est-ce que ce sera au niveau de Belkebla, qui l'a retrouvé finalement lui très rapidement, ou pas? Et on espère que justement ce sera la première solution. En tout cas, on peut dire qu'on va se régaler samedi parce que mon homme du match, c'est le gardien. Toi, c'est le milieu défensif qui revient de blessure. Et Yann, c'est le défenseur central. Et de l'autre côté, pour toi, c'est le gardien. Moi, le défenseur latéral. Donc, je sens qu'on va voir du football champagne en Champagne. Eh oui, des jeux de mots qu'on n'aurait pas fait avant le passage dans côté Brest, hein. Non, C'est mais important de le noter. je ne pas penser non plus, d'ailleurs. C'est ça. Juste Alors, sur un petit point de positivisme par rapport à Reims, c'est que Reims a perdu face à Metz et Dijon cette saison à domicile. Jamais 203. Voilà, je pense qu'on on saura comment les battre. dis-le, ton pronostic, Yann. Mon pronostic, Ton pari plutôt, ton pari. oui, mon pari va être un peu plus corsé, ça va être nul à la mi-temps et victoire brestoise à la fin du match. Sur une cote à 8,10. Donc effectivement, pour 10 euros joués, vous perdez 10 euros. Donc c'est plutôt intéressant. Fanche. Victoire Reims avec 2 buts d'écart. Oh voilà. On est sur Ouais. de l'optimisme comme Fanche peut nous le faire. On sent le traumatisme. Hein. Non, mais je sais pas, celui-là, je le sens pas. Contrairement aux autres matchs que tu sens plutôt bien d'habitude. Non, c'est vrai, mais. Non, non. Mais ouais, non, non. En plus, je vois le calendrier. Je sais pas, je m'étais fait le petit calendrier de mars. Là, on a 3 matchs en mars avec 2 à l'extérieur. On fait Reims-Brest, Brest-Lille et Metz-Brest. J'espère avoir 3 points en mars. Mais franchement, là, le programme me paraît un peu indigeste. Il y a le match à Metz, quoi, qui va être vraiment crucial. Mais bon. Non, là, ce week-end, je suis désolé, je n'y crois pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, je veux bien y croire, mais j'ai du mal à l'envisager, en tout cas. Très bien. Et de mon côté, on continue sur le sujet du match de grande qualité et du match spectaculaire, puisque je vais jouer le moins de 1,5 but dans le match. Donc soit un 0-0, soit un 1-0 pour l'une ou l'autre des deux équipes, et c'est coté à 2,50. Donc voilà, Ça me semble bien payé. Et voilà, et c'est pour ça que je joue. Est-ce qu'on serait pas sur un match à huis clos en raison du coronavirus? Après, ça changerait pas grand-chose au contexte, parce que c'est vraiment pas l'ambiance la plus folle de Ligue 1 à Reims. Donc si effectivement il y a des gens dans le stade, on ne pourra pas donner le contexte rémois comme excuse valable à une éventuelle défaite. Enfin, franchement, c'est pas le match de Reims-Brest qui me fait le plus rêver, mais pourtant, qu'est-ce qu'il est important, quoi. Peut-être juste rajouter que même si je pronostique une victoire, un match nul serait plutôt une bonne, voire très bonne opération.
ne serait-ce que sur la série, ce serait 3 nuls consécutifs. Reims, ça reste quand même une équipe assez compliquée. Très compliqué même. Je les ai regardés là récemment, notamment le match à Saint-Etienne. Après Saint-Etienne, c'est pas exceptionnel non plus, mais vraiment, c'est une équipe qui concède peu d'occasions, c'est vraiment un bloc très hermétique et on risque de s'ennuyer un petit peu. Et ben voilà, vous avez au moins notre pronostic, on va se faire chier. Ce qui est finalement le résumé global de ces 20 dernières minutes de podcast. On va vous remercier d'avoir écouté. On espère que vous êtes fait moins chier qu'on le fera samedi. Sinon, ce serait dramatique pour ce podcast qui irait droit dans le mur. Mais c'est pas le cas. En tout cas, pas avec des personnes comme Yann et Fanche qui offrent une capacité d'analyse rarement vue sur les internets. Mais on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour le débrief de ce Reims-Brest où on espère qu'on aura quand même des choses à dire. Et la préparation de Brest-Lille, qui sera quand même un match plutôt intéressant. Et là où on devrait moins se faire chier que contre Reims. Donc, ce qui est agréable finalement, parce que c'est quand même pour ça qu'on regarde ce sport. De toute façon, si on perd à Reims 3-0, dès la semaine prochaine, on fait un podcast Paris-Nice. Et je ne parle pas de football. En tout cas, s'il y a des cyclistes pour courir. C'est vrai que... On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et on vous dit bon week-end, bonne fin de semaine. Et allez Brest. Allez Salut. Brest, bonne fin de semaine, bon week-end à tous. Particulièrement hâte de débriefer le 5-4 avec vous la semaine prochaine. On passera pour lui. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.